Je vais vous parler maintenant de la problématique de l'humidité et des biosourcés en mettant le point sur un sujet qui rend complexe la réalité. Donc je vais aller très vite puisque 5 minutes, normalement il me faut 7 heures pour faire le tour du sujet et au bout de 5 minutes je vais vous amener une des conclusions des 7 heures. Donc effectivement c'est un peu une vision rapide, mais une pastille, on a dit c'est petit, c'est rapide. Ok, super. Alors, restez très concentrés puisque 7 heures en 4 minutes puisqu'on vient de manger une minute. Alors, humidité isolant biosourcé. Déjà un petit recul pour on dézoome un peu, simplement pour rappeler que le problème de l'humidité est à appréhender vis-à-vis du bâtiment dans sa globalité et le bâtiment dans un environnement proche. Et il y a des réflexes qui ne sont pas encore pris, mais qui sont à prendre. Entre autres, lorsqu'on sait qu'il y a 500 000 sinistres déclarés en France dus aux canalisations encastrées vieillissantes, eh bien, enregistrer qu'un réflexe à avoir, c'est quand on fait une réhabilitation lourde, eh bien, on change les conduits, l'ensemble des canalisations encastrées par du non encastré ou dans des coffres accessibles. Voilà. Donc ça fait partie de la culture qu'on a quand on se spécialise un peu sur cette problématique de l'humidité dans son ensemble. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans les parois vis-à-vis de la problématique de la vapeur d'eau. Donc on laisse tomber remontée capillaire, pluie, protection à la pluie, tout ça. On se concentre sur la problématique de vapeur d'eau parce que, je dirais, on fait facilement des nœuds en est-ce qu'il faut une étanchéité à l'air, une membrane, des choses comme ça. Donc on va regarder ce qui se passe et là on va regarder sur une paroi originelle, donc le mur avant, donc on est dans l'existant. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Il faut simplement savoir que l'hiver, à partir du moment où il fait froid dehors, il n'y a pas beaucoup de vapeur d'eau dans l'air extérieur et il y en a de fait beaucoup moins que côté intérieur où, bien qu'il y ait une ventilation, il y a une quantité de vapeur d'eau, je dirais, il y a un air chaud donc qui s'équilibre avec une quantité plus importante. Donc l'hiver, on a un flux de vapeur d'eau qui cherche à traverser nos parois d'origine et dans la partie froide de nos parois, on a une condensation de vapeur d'eau, c'est ce qu'on appelle le point de rosée. En fait, c'est condensation due à la saturation de vapeur d'eau. Il y a trop de vapeur d'eau par rapport à ce que l'ambiance, vu sa température, peut accepter. Donc, une partie de cette vapeur d'eau se condense. Ce qui ne pose pas spécialement de problème dans le bâti ancien, sauf si vous avez fait des enduits d'étanchéité trop fermés, des choses comme ça. Mais dans l'ancien, je dirais, c'est micro-gouttes. Sur la façade sud, jamais de problème parce qu'il fait chaud le lendemain, donc ça s'évapore, ça repart. Si ce n'est pas le lendemain, c'est 2, 3, 4 jours après. Mais je dirais, ces micro-gouttes d'eau rejoignent très majoritairement la surface extérieure, le parement extérieur pour s'évaporer. Voilà donc comment fonctionne, pour faire simple, un mur ancien vis-à-vis de la gestion de la vapeur d'eau. Sauf que mon mur ancien, j'ai envie de l'isoler soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Alors par l'extérieur, la zone, le mur, vu que j'ai posé un isolant, mon mur n'est plus froid. Donc le point de condensation, il ne se fait plus dans le mur, il se fait dans les derniers centimètres de l'enduit. Et ça, c'est quelque chose d'assez facile à gérer. Il ne faut simplement pas empêcher cette humidité de sortir aussitôt que les conditions extérieures le permettent. Donc on a cité plusieurs fois les avis techniques en ITE, si vous respectez les avis techniques en ITE, ça marche. Pourquoi? Parce que les éléments qu'on vous autorise entre l'isolant et l'air extérieur sont très ouverts à la vapeur d'eau, et si ce sont des enduits, ils sont très capillaires, même si on les appelle des RPE. L'appellation RPE, qui était anciennement pour plastique, maintenant c'est tellement contre-performant que la norme a revu, c'est toujours RPE parce qu'on appelle ça des RPE, mais on appelle ça maintenant des revêtements peinture épais. Plastique, on se dit, ah c'est forcément fermé. Non, les RPE, si c'était fermé à la vapeur d'eau, je dirais ça se saurait et ça aurait marché 6 mois. D'accord? Donc voici en ITE, en tout cas enregistré en ITE, il y a 2 petits trucs à respecter pour que ça marche. Et l'ensemble de la filière qui a eu des contre-performances, des sinistres dans les années 70-80, s'est fiabilisé. D'accord? Donc la problématique de la gestion de vapeur d'eau en ITE, c'est facile, que l'isolant soit biosourcé ou non. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en ITI.
Eh bien là, en mettant l'isolant côté intérieur, eh bien le mur devient froid. Donc le fameux point de rosée, il concerne l'ensemble du mur. Donc on est dans une situation beaucoup moins confortable, d'accord ? Et ici, il y a des attentions particulières à avoir, entre autres, si on utilise des matériaux sensibles à l'eau. Donc, par rapport à ça, vous voulez utiliser des matériaux sensibles à l'eau, tels les biosourcés, sachant que j'ai dit qu'il y avait sensible et sensible. J'ai mis en opposition liège quasiment imputrescible, excusez-moi, liège quasiment imputrescible, laine de chanvre très peu putrescible, botte de paille assez sensible. D'accord ? Donc déjà, le choix du matériau, tous les biosourcés ne vont pas en ITI, et généralement, pour le savoir, on regarde s'ils ont un avis technique pour aller en ITI. D'accord ? Une attention à avoir par rapport à ça. Et puis, regardez ici, ça commence à condenser majoritairement à l'interface isolant-mur. On est potentiellement très loin de la surface idéale pour l'évaporation, qui est le parement extérieur. Donc, quand on est en ITI, il faut absolument permettre un assèchement possible côté intérieur. Côté intérieur du bâtiment. Un assèchement possible, un assèchement bis par rapport à ça. Et c'est là qu'on est dans une situation assez inconfortable. Donc, de fait, ça nous invite à bannir côté chaud des matériaux trop fermés à la vapeur d'eau. Entre autres, ne pas utiliser de pare-vapeur très fermé. D'accord ? La logique, ça veut dire, bon, on était un peu à la ramasse en France, mais on a, jusqu'à il y a une dizaine d'années, mais on a rattrapé fortement notre retard, sauf que l'ensemble des documents ne sont pas forcément calés, les documents techniques qu'on nous demande de suivre ne sont pas forcément calés. Et c'est là qu'il y a, ça se complique, c'est que là, quelque part, je vous invite, quand on connaît ces problèmes-là, on évite les matériaux trop fermés, donc entre autres les pare-vapeurs en ITI, particulièrement si on a des isolants sensibles, donc des biosourcés. Ouvertement, mieux que les pare-vapeurs, ce sont des membranes hygrovariables ou des membranes orientées. Les membranes orientées, c'est celles qui sont fermées dans un sens, ouvertes dans l'autre. Il n'y en a qu'une pour l'instant sur le marché, c'est une membrane suisse. Donc soit on va être avec un système soit membrane hygrovariable, soit membrane orientée, soit avec des murs fragiles, avec des solutions très capillaires. Donc c'est le cas par exemple de la ouate de cellulose ou des bétons de chanvre qui nous seront présentés tout à l'heure. D'accord ? Donc ouvertement la logique c'est faciliter, permettre l'assèchement côté intérieur. Et le problème qu'on a, c'est que les avis techniques sur les biosourcés sont de l'ancienne école, sont basés sur un pare-vapeur très fermé. C'est-à-dire que si vous respectez au pied de la lettre l'avis technique, vous avez une solution beaucoup plus risquée, beaucoup moins robuste que si vous vous émancipez de l'avis technique sur ce point-là. Donc heureusement, ce n'est pas souvent que je montre du doigt les avis techniques en disant attention, parce que l'avis technique, c'est pour nous professionnels quand même rassurant. Ça existe, l'assurabilité est automatique si on fait ce qu'il demande, tout ça. Ouais, mais là, il y a un point de progrès. Alors, j'ai mis Mario Kart qui propose, qui présente qui installe des bananes, tout ça. Je dirais, dans le groupe des sachants qui sont dans les avis techniques, il y en a qui le savent. Voilà, le fait que les biosourcés n'est pas un tapis rouge de dérouler pour eux, ne les dérange pas forcément. Donc ça fait partie des points à améliorer dans les années à venir. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, j'espère que je vous ai bien frustré, 5 minutes pour parler du sujet quand même. Alors, la Scope des Deux Rives fait des super formations. Sinon, vous avez ces documents-là qui vous permettent de faire le tour du sujet. Le dernier point par rapport à ça, parce qu'on pourrait en parler des heures, et je pense avoir déjà mangé mes 5 minutes, quand on parle des biosourcés, enregistrez que quelques biosourcés sont très hygroscopiques. C'est-à-dire, c'est le cas. Disons, quels sont les matériaux les plus hygroscopiques ? C'est le bois ou la terre crue, par exemple. Ce sont des matériaux qui peuvent fixer en leur sein, sous forme d'eau, une partie de la vapeur d'eau, en fonction du taux d'humidité relative. D'accord ? Et que ce fonctionnement hygroscopique est plutôt accompagné d'avantages. Je ne veux pas lire là la grande diapo, mais les avantages sont présentés là. D'accord ? Et vous avez quelques solutions d'isolants biosourcés qui sont particulièrement bien lotis par rapport à ça, donc ça contribue entre autres à l'amélioration du confort et du ressenti à l'intérieur du bâtiment. Donc les isolants biosourcés les plus
hygroscopiques sont les fibres de bois denses et le béton de chanvre qui va nous être présenté par Laurent Mouly tout de suite.